Moins d'une demi-heure, on file tout de suite à Wall Street comme promis pour retrouver Grégory Volokin, Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Alors avant de nous dire comment ça se présente aujourd'hui au lendemain de ce cap franchi et même que l'on a tenu en clôture des 20 000 points sur le Dow Jones, un petit mot des demandes hebdomadaires d'allocation chômage. Elles sont moins bonnes que prévues. Un tout petit peu moins bonne que prévu, mais il faut se souvenir que c'est sur une semaine où il y avait un jour de congé officiel, c'était Martin Luther King Day, et ça amène toujours, disons, des chiffres qui vont être fortement révisés. Donc personne ne s'inquiète de ces chiffres, d'autant plus que ça fait maintenant 99 semaines qu'aux États-Unis, on est en dessous de cette barre des 300 000 demandes hebdomadaires d'emploi, qui indique toujours une amélioration du marché du travail. Bon, comment Wall Street se porte au lendemain des 20 000 points? Je crois que en fait Wall Street se porte plutôt bien parce que si le Dow Jones est pas tellement important pour les investisseurs institutionnels, par contre il parle vraiment aux investisseurs individuels, à monsieur tout le monde qui le regarde encore avec attention, et chaque fois qu'on franchit un seuil, ça donne un tout petit peu plus de confiance dans les marchés, et il faut savoir que quand même beaucoup de gens sont très très sceptiques depuis 8 ans aux États-Unis sur cette hausse qui a été très forte. Donc chaque fois qu'un message positif sort, ça peut encore amener des investisseurs qui n'avaient pas profité de cette hausse à rentrer. Mais je dirais que ça concerne beaucoup plus là la clientèle, comme on appelle, particulière que celle des investisseurs professionnels. Combien de temps il aura fallu au Dow Jones pour passer de 19 000 à 20 000? Ça, c'est quelque chose que vous avez regardé? Et c'est absolument, mais pas longtemps du tout. Il aurait fallu 45 jours, ce qui n'est vraiment pas énorme. Il faut se souvenir d'une chose assez incroyable, c'est qu'on était passé de 10 000 à 11 000 très rapidement entre 1990 et l'an 2000, mais après ça avait mis 1200 jours pour que le Dow Jones prenne 1000 points. Il faut se souvenir évidemment que les marchés avaient fortement baissé lors de la bulle Internet qui avait éclaté. Donc là, en pourcentage, passer 19 000 à 20 000, c'est pas énorme, mais il faut noter que ça s'est passé très rapidement, et vraiment depuis l'élection de Donald Trump. Alors justement, c'est toujours le Trump Rally là qui porte les indices américains, qui continue de tweeter, oui, et pas forcément des choses très positives. Oui, non, c'est nettement le Trump Rally, mais en même temps, on a la saison des résultats qui est bonne, puisque on a des compagnies qui sont profitables pour le deuxième trimestre de suite, pratiquement 6% de hausse des profits, et des discours qui sont très positifs de la part des entreprises, bien qu'il faille dire qu'ils sont très positifs en s'appuyant justement sur le futur programme économique de Donald Trump, qui n'est évidemment toujours pas en vigueur. Mais l'ambiance est bonne du côté des entreprises qui publient, et ça aide aussi. Il n'y a pas que de l'espoir, il y a aussi du concret dans le rallye qu'on a en ce moment. Bon, en tout cas, les résultats du jour, notamment Caterpillar, Ford, on en parlera dans une grosse demi-heure, 3/4 d'heure environ avec vous, Grégory Volokin, donc président de Mescart Financial Services à New York. 15 heures passées de 7 minutes sur BFM Business. On fait le point sur les grands... Vincent Touraine. Et l'on retrouve Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services en direct de New York. Grégory, on a évoqué l'effet Trump sur les marchés qui, malgré des tweets qui sont toujours intempestifs, eh bien, ne cassent pas cette dynamique du marché action. Il y a aussi beaucoup de résultats d'entreprises aujourd'hui dont on va parler. Et puis il y a le cas de Mattel, qui a du plomb dans l'aile à cause de Barbie, semble-t-il. Oui, Mattel, enfin c'est une compagnie, on connaît moins le nom que ses produits, puisque d'un côté pour les filles c'est les poupées Barbie, et pour les garçons c'est les voitures Hot Wheels. Heureusement ils ont aussi des licences comme celle de Star Wars, mais c'est vrai que là, après plusieurs trimestres où les ventes de Barbie avaient rebondi, là elles s'effondrent tout d'un coup. Alors est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'acheter une Barbie parce que la femme de Donald Trump remplit le rôle? C'est difficile à dire, mais
en tout cas, ça fait vraiment mal à la fois à l'action Barbie, à l'action Mattel, je veux dire, qui perd 10%, et aussi au fait que c'est une compagnie qui vient d'avoir un nouveau CEO qui a été nommé. Et je dirais que ça va un peu dans le sens aussi des ventes de détail. Mattel, c'est des produits qui s'achètent surtout en magasin, et les ventes dans les magasins, que ce soit les magasins de jouets comme Toys R Us ou les ventes dans les distributeurs plus communs comme un Target ou un Walmart étaient plutôt faibles sur la fin de l'année. Donc non, ça va pas très bien pour Mattel. De la fusion-acquisition dans l'air, parce que ça y est, Johnson & Johnson rachète Actelion, le Suisse. Oui, et on se souvient bien que donc Sanofi avait fait une offre sur Actelion et que en fait ça s'est joué non seulement au niveau du prix payé, parce que là c'est un prix très élevé, 280 francs suisses l'action, 30 milliards d'euros pour la compagnie, mais ça s'est joué surtout sur la structure de l'opération. Et cette structure est intéressante en fait. Johnson & Johnson donc rachète les médicaments qui sont des médicaments très importants contre l'hypertension au niveau des poumons. C'est un marché de pratiquement 2,5 milliards par année actuellement. On pense que ça arrivera à 4 milliards de dollars d'ici 2020. Mais surtout, en fait, Actelion va faire un spin-off de ses activités qu'on appellerait de recherche et développement et de ces produits qui n'ont pas été encore testés. Donc, en fait, vraiment les produits médicaux pour l'avenir, dans lequel Johnson & Johnson va prendre une participation. Ils vont prendre 16% de cette nouvelle compagnie de recherche et de développement, avec la possibilité de prendre 16% de plus d'ici 2 ans. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, pour le CEO Jean-Paul Cluzel de Actelion, c'est une opération extraordinaire. D'un côté, il vend sa compagnie pour 30 milliards de dollars, c'est lui qui l'a fondé, c'est un ancien de Hoffmann-La Roche, 30 milliards c'est beaucoup, et en même temps il va garder une nouvelle compagnie avec tous les développements potentiels sur les prochaines années. Pourquoi est-ce que c'est aussi une bonne affaire pour Johnson & Johnson? Pour Johnson & Johnson, ça leur permet d'avoir des futurs nouveaux produits qu'ils ne vont pas devoir financer eux-mêmes à 100%, puisque la recherche et le développement sera du côté d'Actelion. Donc tout ça a été très bien construit entre les deux compagnies, et ça laisse à penser que Sanofi, qui offrait pratiquement autant d'argent mais n'offrait pas la possibilité d'avoir cette nouvelle compagnie dans laquelle l'ancien patron d'Actelion peut rester et se développer, le plan de Sanofi avait été rejeté, je pense, pour ces raisons-là. Très bien, l'actualité c'est aussi eBay qui va mieux. Pourquoi? eBay va mieux. On avait complètement perdu de vue eBay. Exactement, on pensait qu'eBay n'existait pas. eBay existe toujours. Et non seulement eBay existe, mais ils ont réussi, je pense, assez bien à se repositionner sur le commerce et sur l'e-commerce. Mais il faut savoir quand même que même si ça va mieux, il y a un taux de croissance qui est très inférieur au taux de croissance du secteur. Le e-commerce est le secteur dans l'économie qui a la plus forte croissance, puisque c'est une croissance annuelle de 16%. eBay avait une croissance de 2 ou 3%, là ils ont maintenant une croissance de 6%, c'est mieux. Ils vont peut-être recoller au peloton de tête. Évidemment, le peloton de tête, c'est une compagnie telle qu'un Amazon. Mais la route sera relativement longue, mais les premiers signes sont quand même favorables. Alors, l'actualité des résultats, c'est aussi Ford, Caterpillar, Ford, petite baisse des profits. Oui, et si on regarde les indices qui hésitent un tout petit peu aujourd'hui, c'est assez explicable, parce que c'est vrai qu'il y a eu plusieurs résultats de grandes compagnies relativement c'est beaucoup dire, mais un peu décevant. Alors Ford, qu'est-ce qui est tellement décevant? C'est les deuxièmes meilleurs résultats qu'ils ont jamais eus, historiquement. Ils ont gagné, avant impôt, 10 milliards de dollars sur l'année, ça fait 1,6 milliard sur le trimestre. Mais ils font un effort, Ford. Cet effort, on l'a déjà vu, le CEO a rencontré Donald Trump 2 fois cette semaine. Et cet effort, c'est quoi? C'est de la recherche, du développement, et c'est aussi d'augmenter le nombre d'employés, de travailleurs, d'ouvriers aux États-Unis. Tout ça, ça va coûter de l'argent, et ils prévoient donc une année 2017 qui sera
moins rentable que 2016 et je pense que c'est surtout ça qui affecte un tout petit peu le titre ce matin. C'est pas ce qu'on appelle une guidance extrêmement positive. Il faut quand même se souvenir qu'aux États-Unis, on est arrivé à un chiffre absolument record de construction de voitures 2016, plus de 17 millions. L'autre compagnie dont vous vouliez parler, c'était Caterpillar. On a eu Caterpillar aujourd'hui, me semble-t-il. Alors Caterpillar, c'est fascinant. Pourquoi c'est fascinant? C'est un proxy sur la croissance. C'est un proxy sur la croissance, mais d'un secteur assez particulier quand même, qui est le secteur de l'énergie et le secteur minier. Voilà. Alors tout le monde sait, vraiment tout le monde sait que le pétrole a rebondi, le cours du pétrole a doublé en l'espace d'une année, le cours du cuivre a doublé, donc on pourrait dire c'est extraordinaire pour Caterpillar. Ça s'est reflété dans l'action Caterpillar. Sur une année, l'action Caterpillar a monté de 70%. Mais en fait, les activités qui utilisent les gros tracks, les grosses machines de Caterpillar, elles ne sont pas encore reparties. C'est pas encore sur le dernier trimestre que tout d'un coup les mines ont travaillé plus. C'est pas au dernier trimestre qu'il y a eu beaucoup plus d'exploration pétrolière. Au contraire. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que là, la réalité rattrape un tout petit peu la compagnie. Ils ont toujours été très honnêtes dans leur communication. Ils ont fait des tas de, comme on appelle, profit warning pendant l'année dernière, mais le titre, ça l'empêchait pas de monter. Et là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, en 2017, c'est encore assez difficile. D'abord, il y a beaucoup d'instruments de chantier d'occasion qui arrivent sur les marchés. Et puis, aussi bien les mines que les compagnies d'énergie ne prévoient pas une grosse augmentation de leurs dépenses en équipement. Ils attendent que les cours, même s'ils montent, se stabilisent. Donc, je pense là, c'est uniquement la réalité qui rattrape une action qui avait extrêmement anticipé toutes les bonnes nouvelles potentielles qu'on pourrait avoir dans ces secteurs. Et pour terminer, Grégory, un petit mot de Qualcomm. Ce sont les puces qu'on retrouve dans les téléphones mobiles, me semble-t-il. Autant ici en Europe, STMicro fait très fort. Qualcomm, on s'inquiète chez vous pour son business model. Pourquoi? Oui. Alors Qualcomm, il faut dire que leurs puces sont dans 70% des téléphones, des iPhones par exemple, mais leur business model est absolument unique au monde, puisque en fait, pour que un constructeur de téléphone obtienne les puces de Qualcomm, ils doivent payer des redevances à Qualcomm, même sur leurs téléphones qui ne contiendront pas ces puces. C'est un business model qui fait vraiment là écarquiller les yeux, mais ça marche comme ça depuis très très longtemps. Donc si vous êtes un fabricant de téléphone, peut-être que 30 ou 40% de votre production, vous allez payer Qualcomm pour les puces, mais sur le reste de votre production, vous allez aussi payer Qualcomm pour des puces que vous ne mettez pas. Alors évidemment, les autorités anti-concurrence, ça a été le cas d'abord en Corée, maintenant c'est le cas aux États-Unis, disent il y a peut-être quelque chose de pas très très net là-dedans. Donc je regarde sur mon Samsung, il y a marqué Qualcomm, mais ça ne veut pas dire qu'il y a du Qualcomm dedans alors. Qualcomm 4G. Voilà, peut-être qu'il n'y a pas de Qualcomm. Mais en tout cas, Samsung a dû payer Qualcomm. Donc c'est quand même un business model assez particulier. Est-ce qu'il est à risque? En regardant depuis quelques semaines les cours de l'action, il faut dire que beaucoup d'investisseurs commencent à penser qu'il est à risque. Je crois qu'en l'espace de 10 jours, Qualcomm a baissé de plus de 15%, non pas sur le résultat, mais sur donc ces risques qu'ils ne puissent pas continuer à faire payer les constructeurs de téléphones pour des puces qui n'existent pas dans leur téléphone. Parfait, Grégory, merci beaucoup pour ce tour d'horizon très complet de l'actualité, toute l'actualité entreprise à Wall Street. On vous retrouve dès demain à partir de 15h sur BFM Business.